Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Il est 19h sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS, le journal. À la présentation, Elisabeth Agnessar, les titres de cette édition, les boutiques de droit de l'Association des juristes sénégalaises ont enregistré 254 viols en 2015 des victimes de trop pour la JS, qui va intensifier sa campagne de sensibilisation pour le vote d'une loi sur l'avortement médicalisé au Sénégal. Les femmes juristes étaient face à la presse pour tirer le bilan de cette campagne qui a permis d'officialiser le débat sur l'avortement médicalisé. Et puis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui réceptionne un nouveau bâtiment. Il s'agit de 2 amphithéâtres de 800 places destinés à la faculté de médecine. Coût global 4 milliards de francs CFA de l'État du Sénégal. Des centrales syndicales et des députés se mobilisent pour des pensions décentes. Ils ont lancé cet après-midi au siège de la FGTS une pétition. Ils réclament aussi l'audit de l'IPRES. Les sports, nous serons en compagnie d'Abi Diallo. Le dossier éducation s'intéresse ce mercredi aux difficultés de l'IF de Dagana pour mener à bien sa mission. À suivre en fin d'édition la revue de presse présentée par Arona Diouf. À la partie technique, Marie-Claire Sen, rebonsoir à tous et bienvenue à cette édition que nous démarrons avec cette triste nouvelle. Le Sénégal, plus particulièrement la communauté Lébou, est en deuil. Alioune Diagne Bor est décédé ce mercredi 13 janvier à l'âge de 93 ans. Il a été inhumé en début d'après-midi au cimetière musulman de Yoff. Ce dignitaire de la communauté Lébou est membre fondateur de l'association des jeunes Lébou et de l'association des amis de la nature. Le défunt a occupé plusieurs postes sous le régime socialiste. En effet, Alioune Diagne Bor fut secrétaire général du gouvernement sous Abdou Diouf, ministre et vice-président de l'Assemblée nationale. En hommage à l'homme, Radio Sénégal vous propose un extrait d'un rapport sur l'emploi et la formation qu'il a eu à présenter. C'était un 13 janvier 1979. L'histoire de la formation est plus facile à faire pour des raisons qui tiennent à l'organisation du système de formation au Sénégal. La collecte, le traitement et l'analyse des données y étaient et y sont toujours beaucoup plus aisés. L'éducation, c'est-à-dire la formation, a figuré depuis l'indépendance parmi les objectifs prioritaires de la stratégie de développement économique et social mise en œuvre au Sénégal. Aussi bien, l'État consacre-t-il à sa promotion une part très importante de ses moyens humains et financiers. On remarquera à cet égard, à l'égard toujours des structures, que la création d'un ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle correspondait déjà à une préoccupation majeure de l'État. Le manque de cadres techniques de niveau inférieur et moyen avait été considéré à juste titre comme une contrainte décisive sans la levée de laquelle tout effort de promotion de l'économie était voué à l'échec. Alioune Diagne Bor, qui présentait un rapport sur l'emploi et la formation, c'était un 13 janvier 1979. Il est décédé ce 13 janvier 2016. Toute la RTS se joint à moi pour présenter à sa famille nos condoléances les plus attristées. Un an déjà que l'Association des juristes sénégalaises mène sa campagne de sensibilisation pour le vote de la loi sur l'avortement médicalisé au Sénégal. Une campagne qui est en bonne voie selon la JS qui était face à la presse ce matin pour tirer un premier bilan. Rien qu'en 2015, 254 de viols dont 25 cas d'inceste ont été enregistrés dans 2 boutiques de droit de la JS, d'où l'urgence pour les juristes sénégalaises que le Sénégal vote une loi pour légaliser l'avortement qui peut sauver des vies. Le contrôle de Tidassane. C'est parce que ces 250 jeunes filles victimes de viols ou d'inceste âgées entre 3 et 18 ans peuvent bien recourir à l'avortement clandestin ou à l'infanticide et finir en prison ou au cimetière que l'Association des juristes sénégalaises plaide depuis plus d'1 an pour le vote de la loi sur l'avortement médicalisé. La GS reste optimiste. Déjà une proposition de loi est sur la table du ministre de la Justice. Fatou Gueye Ndiaye, présidente de la GS. Nous sommes optimistes. Pourquoi? Parce que le débat est posé officiellement. Il y a quelques années, le débat n'était pas posé officiellement. Le gouvernement s'en est saisi, est en train de réfléchir, d'en discuter avec tous les ministères concernés, toutes les institutions concernées. Nous cherchons le consensus. S'agissant des dérives que le vote de la loi peut engendrer, la GS rassure, la loi sera bien encadrée. Je dis par rapport à l'encadrement, les mesures d'accompagnement, je rassure tout le monde, parce que nous sommes dans un état de droit. Les juges sont là, nous faisons confiance à notre justice et à nos juges, et nous faisons confiance à l'État.
là qui a les techniciens les mieux outillés d'Afrique. Certains religieux de la Ligue des imams du Sénégal ne sont pas convaincus, ils sont totalement contre. Imam Ismaïla Ndiaye. Pourquoi un cas ou pas de cas pour quelqu'un qui aura vécu 40 ans, on va utiliser pour faire passer des lois qui vont engager nos populations et qui vont engager la vie de nos enfants et de nos femmes. Et les conséquences de l'avortement médicalisé sont désastreuses. Comme les césariennes, elles vont servir à enrichir les gens. Au Sénégal, pour l'instant, seul le code de déontologie des médecins peut autoriser l'avortement médicalisé si et seulement si la vie de la mère est gravement en danger. Même si notre pays a déjà ratifié le protocole de Maputo en 2005 relatif à cette loi. Tida Sané, les mutuelles de santé du département de Matam font face à d'énormes difficultés. Sans siège social, ces mutuelles manquent de ressources financières. Les mots des mutuelles de santé ont été décelés lors d'une réunion tenue à Matam à Luntal. À peine installées, les mutuelles de santé du département de Matam fonctionnent difficilement. Des difficultés liées à l'absence de siège, au manque de ressources financières pour la prise en charge des gestionnaires. S'y ajoute la non-disponibilité des subventions de ces mutuelles par les maires. Une situation qui inquiète le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Matam, Omar Boko. Les mutuelles n'ont pas de siège fonctionnel. Pour les rares mutuelles auxquelles on a eu à donner des sièges, soit le plafond n'est pas bon, soit que le plancher n'est pas bon, soit que le siège lui-même n'est pas équipé en ordinateur, en chaise, pour pouvoir faire fonctionner le siège en tant que tel. L'autre difficulté, c'est les ressources financières. Au niveau, donc, paiement des gestionnaires. Les gestionnaires doivent être payés. C'est une charge que les mutuelles n'ont pas encore. On a eu, et là, on fait un appel aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils aient dans le sens d'aider les mutuelles à prendre en charge au niveau du paiement des gestionnaires. Et aussi que les maires aussi, la santé étant une compétence transférée, fassent leur contribution. Au cours de cette évaluation, des recommandations ont été formulées, notamment l'augmentation du nombre de bénéficiaires, le fonctionnement des instances des mutuelles et l'effectivité du suivi par les points focaux. Aluntal, Matam, pour Radio Sénégal. Ici à Dakar, la faculté de médecine et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop a réceptionné cet après-midi, provisoirement donc, un bâtiment de 2 amphithéâtres de 800 places. L'ouvrage a été entièrement financé par l'État du Sénégal à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Le bâtiment n'est pas encore équipé, c'est pourquoi la directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'agir. Madame John Sosé Diop au micro de Demba Diao. Ce bâtiment-là est destiné à la faculté de médecine et odonto. C'est un bâtiment qui a démarré depuis 2006 et qui a été arrêté. C'était à l'abandon. C'est seulement en 2012, avec l'arrivée du président de la République Macky Sall, que les crédits ont été mis en place pour permettre à l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, qui est maître d'ouvrage délégué, de terminer aujourd'hui les travaux. Le bâtiment a un coût de 4 milliards, financement de l'État. C'est entièrement financé par les BCI. 2000 étudiants pourront accéder à ce bâtiment-là. Il y a des amphithéâtres de 800 places. Il y a des salles de laboratoire, des bureaux, il y a également des blocs d'hygiène. Il y a des salles de cours de 400 étudiants, il y a également 200 étudiants. Il y a aussi un bloc annexe, salle de toilette de 24 box. On a fait la réception provisoire, mais comme vous le voyez, il y a quelques réserves majeures, notamment l'ascenseur qui n'est pas encore livré, mais l'entreprise nous a présenté le bon de commande. Ça va arriver bientôt. Vous voyez que les grues sont là et les machines, et il va faire un nettoiement général. L'équipement n'était pas prévu dans le marché de base. Donc maintenant, nous lançons un appel au ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il mette les crédits nécessaires à la disposition de l'agence pour qu'on puisse confectionner un avenant pour l'entreprise qui va rapidement équiper les salles là. Il y a l'équipement à demeure fixe, mais également il y a l'équipement mobile, les bureaux, les chaises et les tabourets. Donc c'est tout ce qui reste. Mais ça n'empêche pas les cours de démarrer parce que les amphithéâtres, la sonorisation, tout est disponible. À 19h10 à l'écoute des programmes de Radio Sénégal, je vous le disais dans les titres, les centrales syndicales et des députés ont lancé cet après-midi une pétition. C'est pour réclamer à l'IPRES des pensions décentes réunies au siège de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Ils ont demandé l'audit de l'IPRES, le compte-rendu de Diordiaï Sissé. La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal exige l'audit de l'institution de prévoyance des retraités au Sénégal, IPRES. Les travailleurs retraités et pensionnaires de l'IPRES veulent qu'une chose,
la transparence de la gestion de cette institution. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Il s'agit de demander à l'État du Sénégal de procéder à un audit des comptes de l'IPRES et de sa gestion. Pour la simple et bonne raison que depuis plusieurs années, on nous apprend que l'IPRES a d'importantes réserves financières, mais qu'au sortir des pensions qui sont payées aux travailleurs retraités, ces pensions sont dérisoires. Donc, quelque part, nous avons également que l'État veut envisager la mensualisation des pensions sans discuter au préalable avec les principaux intéressés. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, ceux qui sont au conseil d'administration sont périmés. Ils doivent être vraiment démis pour qu'on mette en place des organes pour que nous puissions évaluer. Il y a un préalable à la mensualisation de la pension. C'est que personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce que l'IPRES draine comme argent. Or, l'IPRES place de l'argent dans les institutions financières. Cet argent produit des dividendes, mais où passent ces dividendes? Donc nous disons l'un dans le temps que nous ne savons pas quelle est la masse que l'IPRES a en tant que ressources. Parce que l'IPRES a même des immeubles qu'elle a achetés, des terrains qu'elle a achetés. L'IPRES envisage de construire 1000 logements. Mais où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? Pendant ce temps, les pauvres retraités sortent avec des pensions misérables. Pour cette pétition, les députés ne sont pas en reste. Hélène Tine. Je suis là en tant que représentant du peuple et je dis que je vais en tout cas porter la pétition à l'Assemblée nationale. Je pense que tous les députés devraient être concernés par cette pétition pour qu'il y ait une transparence. La fédération soutient que si l'État n'a pas réagi, les retraités et pensionnaires de l'IPRES envisagent de descendre sur le terrain pour régler cette situation. Aujourd'hui, les travailleurs de Transrail ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Une bonne nouvelle pour les usagers du petit train de banlieue qui étaient restés en gare. Les passagers et l'administration du PTB regrettent les désagréments causés par la grève de Transrail. Le reportage de Madigen Somb. Il est 10h30 à la gare Surnance, l'heure où le petit train de la banlieue fait son arrivée au terminus. Sur place, l'effervescence est à son comble. Parmi les passagers, hommes et femmes de professions et de statuts différents retrouvent enfin leur routine. Cela n'est pas arrivé depuis 2 jours à cause du mouvement d'humeur observé par Transrail. Parallèlement, certains d'entre eux les décrivent comme 2 jours de calvaire. Lota Ndiaye, commerçante, et Omar Ndoye, marchand ambulant. On prend le train tous les jours. C'est trop difficile quand tu ne marches pas, vraiment. On a tout vécu pendant ces 2 jours-là, devoir courir derrière le bus du matin au soir. C'était trop dur ces 2 jours-ci, où le train ne marchait pas. On était obligé d'aller jusqu'à Pikine, prendre un car pour qu'il nous amène à Koloban, ensuite marcher jusqu'à Petersen. C'était un calvaire. En plus, ça se ressentait sur nos activités. Autres personnes qui subissent les conséquences du mouvement d'humeur, ce sont les administrateurs du petit train de la banlieue ainsi que ses finances. Mademba Kamara, premier adjoint du syndicat unique des travailleurs du rail, et Seynissi, conseiller technique du directeur général du PTB. Les gens commencent à relier, pas à 100%, mais certainement à 75% des voyageurs ont repris le trafic. Rien qu'une demi-journée de la matinée, nous allons perdre au moins 12 à 14 circulations. Si le train ne circule pas, là nous subissons un préjudice. Donc ça nous fait facilement un manque à gagner terrible. Les conséquences financières, perte de recettes. Car je peux dire qu'on pourra perdre aux environs 70% de nos recettes. Les choses reviennent à la normale pour le moment. Cependant, au premier adjoint du syndicat unique des travailleurs du rail d'ajouter que les grèves pourraient bien reprendre si toutes les revendications ne sont pas prises en compte. Madigen semble le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minières a été dans la période du 14 au 16 décembre dernier dans la région de Matam. C'était pour une visite de terrain au niveau des mines de Ndendori. Sur place, les populations ont eu à soulever plusieurs difficultés. De retour à Dakar, le réseau a tenu à partager ses préoccupations. Le compte rendu de Yolande Jay. Ils étaient au moins 12 députés du réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales à aller s'enquérir des conditions de travail dans les mines de Ndendori à Matam. Plusieurs constats ont été faits. Ils ont pour nom problèmes environnementaux, manque d'eau et chômage des jeunes. Pour le député Mamadou Lamine Diallo, des solutions ne seront trouvées que si tout le monde y met du sien. Nous pensons que les dépenses sociales qui sont vraiment urgentes, c'est la question de l'eau à Ndendori, le problème des terres,
Ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'essentiel pour nous, c'est de poser le débat, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent discuter. Un problème de l'emploi, la formation, elle est poussée, elle est en cours. Oxfam accompagne le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales dans cette noble mission qui permet de mieux prendre en compte les préoccupations des populations, selon le responsable du programme gouvernance d'Oxfam au Sénégal, Eliman Khan. Ces visites permettent de mettre le doigt sur les véritables problèmes et sur comment les politiques publiques de façon générale devraient être réformées pour que les ressources minérales soient mieux utilisées pour prendre en compte d'abord les préoccupations de développement au niveau local, parce que les ressources appartiennent à toute la nation sénégalaise. Dans un contexte où le plan Sénégal émergent identifie les ressources minérales comme étant un levier de transformation économique. La réserve de Dendori, c'est 30 à 35 millions de tonnes de phosphate avec des investissements allant jusqu'à 100 à 150 milliards de nos francs. C'est pourquoi le réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales s'est félicité de cette visite. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car en 2016, il compte encore faire beaucoup plus de visites dans certains sites sur l'étendue du territoire. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 12 personnes ont été tuées dans une mosquée de la région de l'extrême nord du Cameroun. Un kamikaze s'est fait exploser pendant la prière de ce matin. L'attentat porte la marque de Boko Haram. Et puis demain, jeudi à 9h, le Libéria sera déclaré débarrassé d'Ebola. Ce sera alors la fin de l'épidémie dans toute l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, l'OMS avertit que le risque demeure. Le virus peut survivre dans le sperme pendant 9 mois, comme ce fut le cas justement au Libéria. En 2 ans, Ebola a atteint 10 pays dont l'Espagne et les États-Unis. En Afrique de l'Ouest, Ebola a fait 11 000 morts. Et puis Roch Christian Kaboré, chef de l'État du Burkina Faso et en même temps ministre de la Défense. Voilà le principal enseignement du nouveau gouvernement formé ce mercredi. L'équipe comprend 30 ministres au Bénin. 48 candidats ont officiellement déposé leur dossier pour l'élection présidentielle. À propos d'un analyste politique repris par l'agence France Presse, c'est jamais vu au Bénin depuis 1990. Le scrutin présidentiel, c'est le 28 février prochain. Enfin, Barack Obama a prononcé hier son dernier discours sur l'état de l'Union, un discours bilan où on retiendra ce morceau de son allocution. L'Amérique est la nation la plus puissante de la Terre. Un point, et c'est tout. C'est parti pour les sports et nous sommes en direct avec Abi Diallo. Bonsoir Abi. Bonsoir Elisabeth. L'on parle d'abord de course hippique. La saison sera finalement lancée le 24 janvier prochain. Initialement prévu le 17, la saison va démarrer finalement le 24 janvier. Des difficultés techniques et le retard rapporté aux travaux de réfection de l'hippodrome de Thiès ont occasionné ce report. Mais le président du CNG des courses hippiques rassure, tout sera prêt le 24 janvier prochain. Il s'appelle Chernian. Il est joint par téléphone par Benoît Badiane. On a deux problèmes. Le premier, c'est un problème d'infrastructure qui se pose parce que vous savez, on ne peut pas démarrer la saison sans que les infrastructures soient à jour. On est en train de reprendre les infrastructures au niveau des Thiès pour pouvoir ouvrir la saison. Le deuxième problème, il y a un autre volet purement technique parce que la direction de l'élevage ne nous a pas encore transmis la classification des chevaux pour nous permettre d'engager les chevaux. Ce sont ces deux facteurs-là qui ont occasionné ce problème de retard qu'on a dû finalement reporter au 24 janvier. Mais le 24 janvier, je compte vraiment démarrer la saison en relation avec les propriétaires. Et justement, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de désagréments parce que les propriétaires, les jockeys, se sont déjà préparés pour dimanche prochain? Ils sont déjà préparés, ils sont aussi conscients que moi de la situation parce que pour les chevaux, leur état de santé vraiment est prioritaire. Donc, on suit impérativement les techniciens qui sont en train de réfectionner les hippodromes pour pouvoir nous rendre des pistes praticables. Et aussi bien les jockeys que les entraîneurs sont conscients de la situation et ils y adhèrent et ils nous accompagnent. Ils sont de fin prêts pour le 24. Vous savez, les chevaux, c'est tellement sacré pour nous qu'il ne faut pas les pouvoir courir n'importe où. Et est-ce que l'hippodrome de Thiès sera prêt pour démarrer? Et quels sont les travaux qui ont été faits? Éventuellement, pour votre information, nous sommes en train de réfectionner l'hippodrome de Rufisque. Donc, normalement, l'hippodrome de Rufisque sera fonctionnel dans une dizaine de jours.
À l'instant, Chernian, le président du CNG des courses hippiques sur le report du démarrage de la saison qui était prévu le 17 janvier, mais finalement, ce sera le 24 janvier prochain. En basket, Abi, la saison démarre ce vendredi. Avec 2 matchs avancés de la première journée du National 1 hommes et dames, à 18h le vendredi, Mermoz Saltigué en dames, ASC Ville de Dakar Bop. La suite est prévue ce week-end à Dakar, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis. Toujours à basket NBA, le grand Parker est de retour. Plus discret cette saison, Tony Parker est subitement revenu sur le devant de la scène cette nuit à Détroit, 99-109, avec 31 points en 32 minutes. Le meneur français a explosé son record de points à cette saison 25 et a incrémenté sa prestation, on va dire, de 4 rebonds et 3 passes décisives. On termine avec la FIFA. Son secrétaire général, Jérôme Valk, a été limogé. Le Français a été licencié ce mercredi par l'instance suprême du football après avoir déjà été relevé de ses fonctions en raison de la mise en cause dans une affaire de revente de billets au marché noir. Et puis l'AS Rome se sépare de son entraîneur Rudy Garcia. L'histoire aura duré 2 ans et demi, ponctuée de 2 titres de vice-champion d'Italie consécutifs en 2014 et 2015. Elle s'est achevée ce mercredi. La nouvelle n'est pas si surprenante. Le technicien français était sur la sellette depuis plusieurs semaines. 2 matchs nuls sur le terrain de Chievo-Vérone, 3 buts partout, et contre Milan, 1 but partout, ont usé la patience du président américain du club italien. Rudy Garcia sera remplacé par l'Italien Luciano Spalletti, déjà chargé de l'équipe entre 2005 et 2009. Mauvaise nouvelle pour Paris Saint-Germain ou Manchester City. L'attaquant du FC Barcelone, courtisé par ses clubs, a laissé entendre sa volonté de terminer sa carrière en Argentine dans un entretien donné à la FIFA. Le quadruple lauréat du Ballon d'Or Lionel Messi, qui évolue à Barcelone depuis l'âge de ses 13 ans, souhaite un jour revenir dans son Argentine natale. Et puis pour finir, en France, quart de finale Coupe de la Ligue, Toulouse s'impose face à l'Olympique de Marseille, 2-1 après prolongation et se qualifie pour les demi-finales. Toulouse rejoint Bordeaux en demi-finale. Marseille lui quitte l'une des 4 compétitions où il était encore engagé. À l'instant, Guingamp-Lille 0-0 à la mi-temps et à 20h Paris Saint-Germain-Lyon. Et puis en Angleterre, c'est la 21e journée de la Premier League à 19h45. Dans quelques minutes, Stoke City de Biram Diouf face à Norwich, Southampton de Sadio Mané Watford, Manchester City, Everton, Chelsea, West Brom, Swansea, Sunderland, Tottenham, Leicester, Liverpool, Arsenal, c'est à 20h. C'était là l'essentiel du sport. Elisabeth Agnessar. La page des sports présentée en direct par Abidjan Le Merci. L'inspection d'éducation de la formation de Dagana couvre 245 écoles primaires, 22 collèges et 6 lycées. Toutefois, l'IF a du mal à mener à bien sa mission faute de moyens. En effet, Dagana n'a pas assez d'enseignants et le matériel scolaire et la logistique ne suivent pas pour une gestion de proximité. L'IF vient de mettre en place 5 districts dirigés par des inspecteurs résidents. C'est l'objet du dossier éducation que nous présente ce mercredi Mbaye Diop. L'inspection de l'éducation et de la formation de Dagana est l'une des plus grandes circonscriptions scolaires du Sénégal. Elle compte plus de 200 écoles primaires et de nombreux établissements secondaires. Amadouci est l'IF de Dagana. L'IF de Dagana précisément compte plus de 245 écoles, plus de 22 collèges et 6 lycées. Elle regroupe 11 collectivités locales. Richard Toll par exemple, c'est une zone très urbaine où on compte plus d'une vingtaine d'écoles. Par contre, il y a des zones rurales où c'est des zones tôt en tout cas d'enfants scolarisables est très bas. Une étendue qui fait que Dagana est confronté à plusieurs difficultés. L'insuffisance de moyens humains, matériels et logistiques est assez énorme. Quand on va évoluer dans la zone rurale, on se rend compte que le déficit est énorme. 130 déficits de maîtres de l'enseignement français et de l'enseignement, n'est-ce pas, en langue arabe. Bekay Diop, le directeur de l'équipement, qui effectivement a diligenté en tout cas la mise en place de ces tables bancs au niveau de notre IF, qui en souffrait véritablement. Mais jusqu'à présent, nous attendons la deuxième dotation pour desservir surtout les écoles qui sont situées dans la brousse. L'État nous a promis un véhicule, nous attendons toujours, mais aujourd'hui, nous fonctionnons presque sans moyens, sinon avec les 2 vieux véhicules qui sont en réparation. Mais les autorités scolaires ne sont pas restés les bras croisés. L'IF de Dagana a même initié un plan de gestion de proximité avec la création des districts, que nous explique Amadouci. Quand nous sommes venus, on s'est rendu compte quand même qu'il y a une réelle contrainte. Et cette contrainte est liée
au fait qu'on n'est pas si mobile. Le département est vaste et on a un devoir d'encadrement de proximité aux enseignants. Donc la trouvaille, c'est d'aller dans le sens de faire habiter les inspecteurs chargés de district au niveau des communes. Nous avons déjà trouvé que le département était réparti en 5 districts. Le district de Dagana, le district de Richard-Toll, le district de Mbane, le district de Rosso-Béthio et le district de Diama. Ce que nous avons fait comme innovation, c'est dès le départ de dire au préfet de nous accompagner. L'éducation est une compétence transférée. Les autorités locales, que sont les différents maires, l'ont bien compris. Ils sont fortement engagés à accompagner cette initiative. Véritablement, le préfet, les sous-préfets nous ont accompagnés, nous avons contacté les différents maires et on a demandé à ces maires de mettre à notre disposition des locaux fonctionnels et un petit mobilier qui tiendra de lieu de bureau pour l'inspecteur chef de district. Pour l'instant, 3 inspecteurs chefs de district sont installés dans leurs fonctions depuis l'ouverture des classes. Les 2 autres le seront très prochainement. Et aujourd'hui, nous avons installé dans ces conditions, donc l'obtention d'un local et d'un mobilier, le district de Rosso-Béthio où il y a un inspecteur aujourd'hui qui réside là-bas depuis le 7 novembre. Nous avons installé le district de Mbane depuis le 12 novembre. Nous avons installé aussi le district de Diama. Nous sommes dans des perspectives d'installer le district de Richard-Toll, qui est un district stratégique avec la ville déjà de Richard-Toll, la ville de Rosso et la commune de Ronk. Nous sommes aussi en discussion avec l'adjointe au maire Dagana pour mettre à notre disposition un local fonctionnel pour qu'on puisse effectivement installer l'inspecteur chef de district de Dagana. Une idée déjà saluée et soutenue par l'ensemble des acteurs de l'éducation de Dagana, y compris les partenaires sociaux. Dagana Mbaye pour la RTS. Un dernier élément de ce 19h, la revue de presse présentée par Arora Diouf. La presse revient ce matin sur ces échanges entre le bâtonnier et le premier président de la Cour suprême. Et justement, mes confrères de Enquête l'appellent le NDEP de la justice, avec les vieux démons écrits, le populaire qui ressurgissent lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Avocats et magistrats s'étonnent, même le journal qui se chamaille devant Macky Sall. Pour Enquête quotidien, cette rentrée des cours et tribunaux a été hier une tribune pour les juges et les avocats de se dire des vérités. Ce qu'estime le quotidien, la justice sénégalaise est malade. Oui, elle est à part en 3, poursuit mon confrère, affecté par la corruption. Si l'on se fie en tout cas au bâtonnier Maître Ahmed Ba, auteur d'un discours selon Birame Faye du journal devant le chef de l'État. Des propos du coup selon mon confrère qui ont suscité une obligation de réponse de la part du premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, qui a accusé à son tour des avocats de plaider presse seulement. Les justiciables selon Direct Info n'ont qu'une seule exigence, une justice équitable, et c'est à ce prix que Dame Justice selon Daoudiaou du journal pourra dandiner fièrement devant ses prétendants cachés ou visibles. Des passes d'armes en tout cas semble-t-il qui ont éclipsé le thème de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux, collectivités locales et contrôle de la légalité. Alors cette gestion des collectivités locales, Macky Sall de demander alors à privilégier le dialogue et la concertation. Toujours dans les colonnes du quotidien national, le chef de l'État rassure qu'il n'y a nulle volonté de brimer les collectivités locales dans l'exercice de la plénitude de leur pouvoir en politique. La réduction du mandat présidentiel toujours en bonne place dans vos quotidiens. Un engagement du chef de l'État de réduire son mandat de 7 à 5 ans, décidément prédit Sud Quotidien, qui ne sera pas une épreuve de tout repos pour le président de la République. Et pour cause, explique Sud, alors que l'opposition et la société civile militent ouvertement pour le référendum devant non seulement ramener le quinquennat, mais encore l'appliquer au mandat en cours. La famille politique du président plaide Urbi et Torbi pour que Macky Sall aille jusqu'au bout de son septennat et du mandat en cours contre l'avis du patron du parti, s'exclame mon confrère. Et comme si indique Sud, l'APR était une éternelle armée mexicaine. Et le biétiste de la tribune d'afficher lui aussi sa tristesse, une tristesse oui, parce qu'au sein de cette APR, après son chef, c'est quasiment le vide. En dehors, Idi apparaît et disparaît, les illustres transhumants se bousculant au palais marron. Ajouté à cela, Macky Sall
Sénégal. Selon la tribune, peut se targuer d'avoir réussi volontairement ou involontairement à freiner les ardeurs de ceux qui sont censés l'inquiéter. Sa première victime, le PDS, évidemment avec son candidat Karim qui est condamné, son secrétaire général Oumar Sarr jeté en prison à la suite de propos audacieux au PS. Talon roule selon la tribune pour Macky et Khalifa. Le maire de Dakar essaie de faire de la résistance mais hésite à aller au charbon car étant sans doute conscient de ses faiblesses face à Ousmane Tanor Dieng. Résultat, le chef de l'État, selon mes confrères de la tribune, un véritable maître du jeu, déroule. Et puis 13 janvier 1984, il y a 32 ans, paraissait le premier numéro de Walfadjri, de l'horreur au zénith. Walf a 32 ans et toutes ses 32 dents se félicite mon confrère dans son éditorial. Occasion pour le journal de revisiter la marche de l'université sénégalaise avec ce constat. Du milieu des années 80 à nos jours, l'université est l'une des zones les plus perturbées de l'espace public, politisée à outrance, instrumentalisée par les lobbies de tous bords. Ce lieu à vocation d'excellence est devenu, regrette le journal, un champ de contestation, non pas d'idées mais de muscles. Et la grève, hélas, y est le moyen utilisé par les uns et les autres pour régler les différends. Alors, dans ce dossier qui, rappelle mon confrère, n'a pas la prétention d'être exhaustif, le journal de situer alors les responsabilités des uns et des autres. D'abord, État enseignant qui se rejette la responsabilité entre les deux, les étudiants, véritables dindons de la farce, selon Walf, qui passent pour des majeurs sous tutelle qui n'ont que les jets de pierre et l'injure facile pour se faire entendre. La revue de presse présentée par Arona Diouf à 19h passées de 31 minutes. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Les boutiques de droit de l'Association des juristes sénégalaises ont enregistré 250 cas de viol en 2015 des victimes de trop pour l'AGS qui va intensifier sa campagne de sensibilisation pour le vote d'une loi sur l'avortement médicalisé au Sénégal. Les femmes juristes étaient face à la presse pour tirer le bilan de cette première année de campagne qui a permis d'officialiser les débats sur l'avortement médicalisé ici au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar réceptionne un nouveau bâtiment. Il s'agit de 2 amphithéâtres de 800 places destinés à la faculté de médecine, coût global 4 milliards de francs CFA de l'État du Sénégal. Des centrales syndicales et des députés qui se mobilisent pour des pensions décentes. Ils ont lancé cet après-midi au siège de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal une pétition. Ils réclament aussi l'audit de l'IPRES. Les sports, nous étions en compagnie de Abi Diallo. Le dossier éducation s'intéressait aujourd'hui aux difficultés de l'IF de Dagana pour mener à bien sa mission. La revue de presse signée Arona Diouf a bouclé ce 19h mise en onde par Marie-Claire Sen et Fatima Ndiaye Diop. À la distribution Seydina Sow, une édition réalisée par Papa Malik Ndao, Ibrahima Khalil Goudiaby et Momar Khadafi Diakhaté. Devant ce micro, Elisabeth Agnessa. Encore merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la RTS.